à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour le marathon du lac d'Annecy, nous développerons un sujet extrêmement important, peut-être peu abordé, la préparation mentale. Merci à vous deux d'être là aujourd'hui. Manon Dupont, préparatrice mentale et coach de vie. Surtout sur toute la partie optimisation du potentiel et du bien-être au quotidien. Donc on en reviendra sur tout ce qui est préparation mentale. Tu es aussi une athlète, tu as été triathlète, hein, avec l'Ironman de Nice que tu as fait en 2019 si je me rappelle bien. Et puis tu es cycliste amateur, mais tu fais de la compétition. Oui, c'est ça. Super, merci à toi d'être là aujourd'hui parmi nous. Merci à vous, bonjour. Élise Castagno, bonjour. Bonjour. Tu es kinésithérapeute du sport et formée clinique du coureur, tu nous en reparleras peut-être un petit peu tout à l'heure. Gérante de l'entreprise Ryokan Center sur Annecy, on pourra te retrouver, donc toutes les informations aussi pour vous deux seront sur le site internet, les gens pourront vous retrouver facilement. Une structure de récupération physique et mentale avec une spécialité sur la gestion du stress et l'amélioration du sommeil lent et profond. On en rediscutera un petit peu plus en détail juste après. Donc on abordera différentes thématiques, avec une préparation en amont de la course, bien en amont, hein, plusieurs mois suivant les typologies de course. Derrière, on abordera les notions d'environnement extérieur, mais aussi personnel, justement pour comprendre un petit peu ce qui se passe au quotidien. La visualisation mentale avec tous les outils mis à disposition, comment gérer le jour de course et l'après-course. On va aborder tout de suite le premier sujet. Préparation en amont, pourquoi se préparer mentalement? Élise, toi avec ton centre, tu reçois beaucoup de monde, de toutes typologies différentes. Ouais. Qu'est-ce que les personnes viennent chercher dans ton centre? En fait, le centre s'appelle Ryokan aussi, parce que les Ryokan sont des maisons traditionnelles japonaises qui ont été créées pour se ressourcer physiquement et mentalement. Donc du coup, j'ai des personnes grand public qui viennent juste pour avoir une pause bien-être et relaxation. J'ai des personnes qui veulent traiter des problèmes d'insomnie grâce à certains outils qui travaillent tout ce qui est stress et sommeil. Et j'ai tout type d'athlètes qui viennent, des clubs aussi, notamment les patineurs, patinage artistique, patinage ice cross. J'ai quelques footeux qui viennent. J'ai forcément des cyclistes, des trailers, parce qu'ils me connaissent en tant que traileuse aussi, forcément. Donc c'est plus facile d'accompagner aussi. Et puis après, il y a on va dire des sportifs ponctuels qui viennent découvrir le centre pour voir ce que peut apporter en plus. Parce que les athlètes connaissent tous la récupération physique, mais ils savent récupérer, mais ils ne savent pas récupérer justement. D'accord ? Donc ils viennent aussi me voir dans le centre pour que je puisse associer mes on va dire, compétences en expertise médicale et les outils innovants qui existent aujourd'hui pour performer et récupérer mieux. Et on le verra tout à l'heure, les outils qui sont quand même très poussés, hein, on le verra tout à l'heure aussi avec une présentation de Christophe sur le Rebalance, une technologie que tu présentes. Se fixer un objectif, c'est aussi la première chose à avoir. Manon, les personnes qui viennent te voir, est-ce qu'elles se sont déjà fixées un objectif? Est-ce qu'elles veulent s'en fixer un? Comment elles gèrent ça? Est-ce qu'elles savent faire ou pas? Et voilà, comment tu peux gérer ça toi par rapport à elles? Ouais. Alors en général, se fixer un objectif, c'est la première étape. Les personnes qui vont venir me voir, ils ont déjà leur objectif en tête et en général, ils vont être vraiment là pour optimiser tout le potentiel d'atteindre leur objectif par le côté mental dont on parlera tout au long de cette interview. Se fixer un objectif, c'est pas forcément, c'est peut-être plus compliqué qu'on le pense, enfin, c'est plus subtil. Pourtant, souvent, on a une motivation, on se dit, cette année, je me fixe le marathon. Ouais. Donc, il y a aussi cette partie motivation et ça. derrière, tu nous expliqueras aussi, vous nous expliquerez toutes les deux, comment on gère aussi cette motivation un petit peu au quotidien, parce qu'elle peut baisser, voilà, donc comment la maintenir? Ouais, alors on en reparlera du coup de ça, de la motivation. Première chose, pour bien se fixer un objectif, c'est de fixer quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous apporte de la joie et qui nous donne envie de nous lever le matin, rien qu'à l'idée d'y penser. Donc c'est vraiment la première chose, la plus importante. Ça va être aussi de mettre un petit peu de côté la petite voix qui nous dit… J'ai envie de rester dans le lit au chaud. Ouais. Et puis aussi de se dire, ouais, non, j'ai cet objectif, mais en vrai, je suis pas assez fort, j'ai pas le niveau pour faire ça. Là, c'est la petite voix un petit peu auto-sabotage qui fait qu'on va aller se mettre un petit objectif qui est beaucoup moins ambitieux, mais qui va être beaucoup moins stimulant. Donc vraiment, déjà ça, j'ai envie de passer le message aux personnes
qu'il faut oser en fait déterminer un objectif qui vous fait vibrer en fait, qui vous transcende en fait, et qui vous excite et qui vous donne envie de vous lever le matin. Donc c'est la première chose. La petite piqûre d'adrénaline du matin. Oui, c'est ça. Et du coup, ensuite, c'est aussi d'avoir quelque chose d'assez précis. Par exemple, se fixer un objectif sur un marathon, ça ne va pas être de se dire, par exemple, quelqu'un qui voudrait faire un chrono. Ça ne va pas être un objectif dans le sens où je veux aller vite. C'est beaucoup trop flou en fait. Et ça va être plutôt de vraiment mettre un chrono précis, parce que plus l'image elle est nette, plus ça va être facile à concrétiser, parce qu'on sait quelle stratégie on va y mettre, quelles actions on va mettre. Et voilà, il y a vraiment une subtilité là-dedans. Ensuite, c'est aussi de se demander quelles ressources je possède ou je vais pouvoir posséder pour atteindre cet objectif. Et ensuite, la question à se poser, c'est le prix à payer en fait. Est-ce que je suis conscient en fait des efforts que ça va me demander, des conséquences à assumer aussi, parce que on peut peut-être beaucoup s'entraîner, ça peut avoir un impact sur la famille, sur les amis, etc. Donc en fait, vraiment se poser ces questions et surtout se poser la question de est-ce que cet objectif, il respecte mon intégrité physique et morale aussi. Voilà, peut-être que ça me donne une idée sur le site. On mettra aussi une sorte de petit questionnaire. On retravaillera un petit peu tous ensemble après, mais on mettra peut-être une sorte de questionnaire pour guider un petit peu les téléspectateurs justement sur ces sujets-là. Oui, c'est une super idée, carrément. Peut-être reparler un petit peu de la surcharge, justement faire le parallèle avec la motivation. Souvent on est motivé, on a envie de tout faire tout de suite. La surcharge, ça peut arriver vite. Comment on arrive à gérer ça au niveau mental ? Déjà, il faut expliquer peut-être aussi ce que c'est que la surcharge, parce que les athlètes ont du mal à savoir s'ils ils arrivent vers le surentraînement ou pas. Parce qu'il y a beaucoup d'athlètes finalement qui tiennent la route sur 3-4 mois et puis les 2 derniers mois, ça ne tient plus et ça arrive du jour au lendemain et c'est vraiment le burn-out. Et le coach a aussi, souvent quand on a un coach, c'est aussi le référent justement pour… Exactement, oui. Et puis il y a aussi dans la course à pied cette culpabilité d'aller voir qui s'est entraîné, comment il s'est entraîné et de toujours en faire plus, en faire plus. Il faut savoir qu'en fait, déjà, de s'entraîner tous les jours ou plusieurs fois par jour, on va provoquer un stress sur les tissus, donc musculaires, ligamentaires, et un stress aussi au niveau central. Et du coup, le corps, il a un mécanisme d'adaptation, mais qui a ses limites. Donc, lorsque ces mécanismes d'adaptation, on n'arrive plus à les faire, du coup, c'est là que commence à intervenir tout ce qui est charge mentale. Et l'athlète, il doit être capable d'essayer de détecter ça, donc en se faisant entourer de professionnels, prep mental, médicaux, son coach, son prep physique, son entourage aussi. Et ensuite, essayer de diminuer sa charge d'entraînement, déjà en premier lieu, et du coup optimiser tout ce qui est récupération. D'accord ? Parce que déjà, quand on arrive avec un athlète qui a une charge mentale augmentée, il a déjà eu des petits signaux de blessure, des signaux d'alerte blessure, que ce soit physique. Est-ce que sa blessure elle est vraiment physique ou est-ce qu'il y a autre chose ? Est-ce qu'il a toujours envie d'aller s'entraîner ou pas ? Donc l'intérêt, c'est que l'athlète il puisse avoir une capsule de temps pour lui, que ce soit pour aller voir un professionnel ou pour se recentrer sur soi-même, pour aller dans des centres spécialisés justement de bien-être, mais juste pour aller faire un massage. Il n'est pas obligé d'aller voir des médicaux toujours, ou d'aller voir ses amis, peu importe. Mais en tout cas, il faut qu'il ait une cellule où il puisse décharger et freiner. C'est pour ça qu'on parle de système nerveux parasympathique, celui qui vient freiner le système. Et donc l'athlète, il va devoir apprendre à faire ça en alliant des techniques de récupération physique, parce que s'il est bien dans son corps physiquement, il arrivera mieux à charger sur l'entraînement du lendemain. Et du coup, des techniques de récupération mentale à type de cohérence cardiaque, respiration, se recentrer sur ses objectifs, où est-ce qu'elles sont mes ressources, d'accord ? Mieux dormir aussi. Mieux dormir, exactement. De toute façon, c'est la clé. À la base, c'est le sommeil. Et puis après, comment je fais pour avoir un meilleur sommeil ? Qu'est-ce que j'utilise comme technique ? Et à partir de ça, j'essaie de mener mon entraînement autour de ça. Ouais, c'est vrai que d'avoir une base de sommeil, d'avoir une certaine régularité, discipline, ça aide aussi énormément. Donc cette phase est extrêmement importante. Tu veux la développer peut-être un peu plus ou tu… Je peux la développer effectivement, mais en fait, on a différentes phases dans le sommeil. En fait, l'athlète aujourd'hui, il y a beaucoup de montres connectées qui nous donnent aussi notre qualité de sommeil, le sommeil paradoxal, voilà, le lent profond. Puis après, qu'est-ce qu'on en fait ? Ok, j'ai dormi 30 minutes en sommeil profond. Est-ce que c'est bien, pas bien ? Là, j'étais moins en paradoxal. Il n'y a pas de valeur franche de bon ou pas bon. C'est est-ce que sur une échelle de 0 à 10, l'athlète, comment il va se sentir cette semaine-ci ? Est-ce que pour lui, il a l'impression d'avoir plus ou moins dormi ?
Est-ce qu'il se sent fatigué le matin ou pas? Est-ce qu'il arrive à gérer ses séances d'entraînement ou pas? Et ça donne déjà des indices sur sa qualité de sommeil. Après, le rebalance, comme on en a parlé tout à l'heure, du coup, il va permettre de calculer un petit peu ce qu'on appelle la sécrétion des ondes alpha. Les ondes alpha, en fait, c'est les ondes de relaxation profonde qui vont permettre de rentrer dans le sommeil profond. Si l'athlète a des difficultés déjà à sécréter ces ondes alpha, ça va déjà être un petit, on va dire un petit point négatif ou un indice pour lui permettre de lui proposer des outils. Par contre, je dis bien c'est un indice parce qu'il y a des athlètes qui viennent, qui font des insomnies avant leur compétition, mais en fait qui vont avoir une sécrétion d'ondes alpha à 10 sur 10. Ça veut dire que quand ils sont dans une cellule, on va dire cocooning, dans un centre bien-être ou autre, ils arrivent à faire le travail de relaxation. Ils n'arrivent pas à le mettre en place pendant qu'ils courent, quand ils rentrent chez eux, qu'il y a la famille, les enfants qui gueulent, voilà. Donc du coup, le but c'est de lui apprendre, de lui donner un indice. On reparlera de l'environnement capacitant. Voilà. Je pense qu'après Manon saura mieux en parler que moi. Mais voilà, le but c'est d'essayer d'avoir des indices sur la qualité de sommeil. Qu'est-ce qu'il peut utiliser comme outil derrière ça pour améliorer, on va dire, cette durée et surtout la qualité. C'est ça qui est important. Très bien, et justement on parlait d'environnement capacitant, revenir un petit peu sur l'individu et son environnement. Tu pourras nous en dire forcément plus là-dessus, tu as l'expérience avec toutes les personnes que tu coaches. Oui. Et puis en parallèle, un petit terme que j'aime beaucoup en ce moment, qu'on développe énormément, l'écologie, et là on parlera d'écologie personnelle. Donc pareil, dis-nous-en un petit peu plus. Alors déjà pour en revenir à cette notion d'environnement capacitant, ça va être un peu comme une graine, la graine d'une plante a besoin d'un environnement capacitant pour germer, pour grandir. Donc en soit un bon terreau, du soleil, de l'eau. Et c'est les différentes variables qui vont pouvoir aider à développer tout son potentiel. Et pour nous c'est pareil, et ça va vraiment être cette recherche, cette connaissance de soi qui va déterminer en fait quel est mon environnement capacitant, quel est l'environnement qui fait que je vais pouvoir optimiser tout mon potentiel. Bien, quoi. Voilà, c'est ça. Donc ça peut être, je peux donner des exemples, mais ça va être hyper personnalisable en fait selon les besoins de la personne, mais ça va vraiment en fait qu'elle soit consciente de ses besoins, de son fonctionnement aussi. Et en fait, voilà, de pouvoir tout réunir pour faire en sorte elle puisse être au top de son potentiel, pardon. Donc voilà. Et on reviendra, on va en reparler tout de suite avec l'écologie personnelle, mais c'est vrai que de toutes les discussions qu'on a aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que c'est aussi le recentrage sur soi. Qui est extrêmement important. On a tendance à être alerte par plein de variables différentes, mais en fait, il faut aussi savoir se recentrer sur soi. Et là, on parle d'écologie personnelle avec le respect de soi, les valeurs, pour pouvoir avoir une performance durable. Alors, on parle beaucoup d'écologie, surtout dans notre période. L'écologie, en fait, c'est de respecter la planète et de prendre soin d'elle. Ça va être pareil pour nous, humains, ça va être de prendre soin de nous, en fait. Et on est dans une société hyper frénétique, où tout va vite, où on a beaucoup d'informations et où des fois on peut un peu se déconnecter de soi. Et là, vraiment, le terme d'écologie personnelle, c'est déterminer tout ce qui est bon en fait pour mon intégrité physique et psychologique. Donc, ce qui est utile à ma survie, en fait, donc bien manger, bien boire, bien dormir, toutes ces choses-là. Et au-delà, en fait, d'être dans la survie, ça va être d'être dans la vie, en fait, d'être dans la vitalité, dans l'épanouissement. Et en fait, voilà, de se dire, qu'est-ce qui aujourd'hui dans ma vie me donne de l'énergie, c'est une bonne essence pour moi. Et au contraire, qu'est-ce qui est énergétivore, qui me fait perdre en énergie, qui me lamine, qui me torpille un peu ma vitalité. Voilà, pour vraiment que la personne puisse revenir à tout ça. Et moi, dans mon approche de coaching et de préparation mentale, ça va vraiment être la performance. Et attention, quand je dis performance, ça va être une performance éthique et durable, et aussi le bien-être. Parce que pour moi, avant tout, avant d'être des sportifs et de vouloir d'atteindre des objectifs, on est aussi là pour être heureux et prendre du plaisir quand on le fait. Donc le bien-être, pour moi, c'est vachement corrélé à la performance. Ouais, l'un ne va pas sans l'autre. Et voilà, en fait, en réunissant toutes les bonnes conditions pour être au top de son potentiel, et en fait, on va être plus connecté à soi et toutes les planètes vont être alignées pour être plus performant et prendre du plaisir quand on le fait. Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, prenez du temps pour vous, c'est important.
On s'est préparé en amont. Maintenant, le jour approche. On est à une semaine du départ. Forcément, j'ai quelques émotions qui commencent à monter. Voilà, comment on prépare la visualisation de tout ça. Voilà. Une semaine avant pour pouvoir justement ne pas trop perdre d'énergie et en garder pour le jour J. Bah, effectivement, en termes d'imagerie mentale, de visualisation mentale guidée, en fait, il y a 2 types de visualisation mentale. Il y a la performance dans la performance. Alors, quand on parle de performance, effectivement, moi je parle performance physique, performance cognitive, c'est des choses qui sont... Et tout est imbriqué. Donc, la perf dans la perf, c'est-à-dire que l'athlète, au préalable, il aura travaillé de la visualisation mentale sur son départ de course ou sur justement la veille de la course pour essayer de canaliser les choses, ou sur son 30e kilomètre quand il aura peut-être les jambes tétanisées, sur l'ampoule, sur la douleur digestive, peu importe. En tout cas, dans la perf, cette imagerie mentale, elle aura été travaillée avec des professionnels ou de son côté s'il a déjà des outils avec lui. Et ensuite, il y a tout ce qui est visualisation en termes de body scan, c'est-à-dire, je ne sais pas si ça parle un petit peu, c'est arriver à se mettre en position allongée et du coup arriver à relâcher chaque partie de son corps avec des exercices respiratoires, de cohérence cardiaque ou en répétant une phrase positive qui correspond à la personne. Et ce travail-là, toujours pareil, est fait au préalable et répété petit à petit dans le temps pour qu'une semaine avant la course, au moment où l'athlète va faire son ancrage en répétant une phrase positive ou en imaginant la course ou sur une douleur, le genou gauche il est toujours traumatique au 30e kilomètre, allez je fais mon ancrage, ma respiration et j'essaie de le préparer comme ça la semaine d'avant, un petit peu tous les jours, de manière à ce que quand il soit au 30e kilomètre, il va faire sa respiration, son ancrage, ça parlera tout de suite à son cerveau et du coup ça passera beaucoup plus facilement au niveau de l'irritabilité centrale. Manon, sur cette partie visualisation à une semaine de la course. Alors moi je trouve que la visualisation c'est top pour anticiper tout ce qui pourrait nous arriver pendant la course, donc des faits de course, des opportunités aussi. Par exemple, ça va être pour moi de faire la course en pensée. Alors si on a pu reconnaître le parcours, c'est de le refaire dans sa tête et de se dire bah là... Un peu comme les skieurs en fait, comme les skieurs ou comme d'autres sports qui demandent cette visualisation. Exactement, et ça va se dire bah par exemple là ça monte, donc je sais que je vais avoir cet effort, voilà, et plus on a fait le parcours en pensée, plus ça va être facile le jour J parce qu'on aura déjà anticipé et on aura déjà appréhendé comment on aura fait face à tout ça. Donc voilà, et comme je vous disais aussi, c'est aussi anticiper des opportunités. Par exemple, là je sais que cette partie du parcours, elle va être, je suis bien pour ça, j'ai des ressources pour ça, c'est mon fort. Et ça va vraiment de pouvoir aussi maîtriser son effort par rapport à tout ça. Donc c'est assez chouette. Il y a le lâcher prise avant et un peu le contrôle aussi pendant ces moments-là. Ouais, c'est ça, c'est toujours de mettre le curseur au bon endroit et voilà. Et ce que j'aime beaucoup faire avec la visualisation aussi, c'est de mettre la personne en condition et de se dire, bah, admettons, là, ça y est, tu as atteint ton objectif, tu as réussi, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que ça te fait? Là, déjà, ça va avoir un impact fort sur le côté motivation, mais ça va aussi le mettre en situation, dire, bah voilà, tu as réussi ton objectif, là, tu es sur le podium, tu as gagné, ou tu es en train de regarder ta montre, tu es largement en dessous du chrono que tu voulais faire. Comment tu t'y es pris? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu te revois faire quand tu as fait ton sac, quand tu as pris ta voiture pour aller sur le déplacement? Et ça va vraiment être de voir en fait tout ce protocole. Faire défiler de nouveau toutes les différentes actions. Voilà, c'est ça, dans le sens inverse pour se dire à la personne, ok, pour y arriver, il faut que je mette ça en place. Un rétro-planning en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et ça peut vachement aider à mettre en confiance aussi et à gérer le stress dont on va parler aussi. Voilà, en anticipant tout ça. Et sur la visualisation mentale, on parlera de rebalance avec Christophe Auschwitz juste après le reportage qu'on vous lance tout de suite. Merci. À votre système nerveux et à votre système émotionnel, le recul, puis la force nécessaire pour apprivoiser toutes vos émotions parasites. Là, je fais du rebalance, ça permet de se relaxer. Donc là, on a une voix dans le casque qui nous dicte des exercices de respiration. Et ça fait vraiment du bien parce que
dans le peloton, c'est vraiment très nerveux, donc il faut être à 200% concentré. Et voilà, quand on s'allonge et qu'on peut enfin tout lâcher, ça fait du bien. Après, on se sent comme invincible presque. Donc, ouais, on peut parler un peu de réconfort. Alors, on accueille maintenant Christophe Oswirtz. Bonjour Christophe, merci d'être parmi nous. 21 ans à l'INSEP, 7 ouvrages sur la récupération, en partie sur la récupération, 120 articles scientifiques, 6 Olympiades en tant que physiologiste, 500 athlètes à votre actif, un palmarès assez conséquent. Aujourd'hui, vous avez créé la société Biscord. Donc merci à vous d'être présent aujourd'hui et je vous laisse peut-être nous présenter un petit peu plus en détail cet outil qui a été développé par rapport au sommeil, par rapport à d'autres problématiques, le Rebalance. Oui, bien sûr. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Vous avez effectivement parlé de la société Biscord. On est là pour évaluer en fait les différents bénéfices, s'il y en a, de produits qui nous semblent intéressants. Donc, on a la chance de pouvoir les choisir et de travailler dessus pendant quelques temps. Et l'un des produits phares, puisque, comme vous savez, les statistiques sur le sommeil et sur l'anxiété sont très mauvais depuis à peu près 2 ans et demi. On s'est vraiment intéressé à différents procédés pour pouvoir améliorer non seulement la qualité de sommeil, mais surtout un autre paramètre qui est très important qu'on appelle l'index de fragmentation, c'est-à-dire le nombre de fois où on bouge pendant la nuit. Parce que c'est ça qui fait qu'on n'a pas un sommeil récupérateur, en fait. Pas tant la quantité de sommeil que l'on peut avoir. Donc, pour aller plus profondément dans ces aspects-là, on a fait comme si on était en milieu hospitalier, c'est-à-dire qu'on met des outils à disposition des différents participants. Pendant ces études, notamment avec le Rebalance, et qui est un appareil de neuroméditation, donc, qui permet d'acquérir la notion de pleine conscience que l'on aurait dans une méditation plutôt classique. Le gros avantage que l'on a pu observer par ce dispositif, c'est qu'on peut véritablement répéter et réitérer l'ensemble des protocoles et les homogénéiser pour l'ensemble des participants. Donc ça, pour nous, c'est un atout majeur parce qu'on n'est plus sur une personne dépendante, on est sur des coachings qui sont validés scientifiquement d'une part et qui, d'autre part, ont bien montré qu'en plus, par les 2 dernières publications scientifiques, notamment une il y a à peine 10 jours, qu'on pouvait vraiment modifier les aspects stress-sommeil. Et maintenant, on sait aussi qu'on peut améliorer les processus cognitifs, les temps de réponse et bien sûr les mémorisations à court terme pour l'ensemble des personnes. Ça, c'est très intéressant. Et effectivement, tous les participants sont suivis par aussi des professionnels. Hein. Ce n'est pas des gens lambda, c'est des professionnels du milieu. Donc, ça permet justement d'avoir un suivi particulier et un suivi assez avancé sur le sujet. Est-ce que vous pourriez peut-être en quelques exemples des athlètes de haut niveau qui ont réellement changé leur manière de travailler, leur performance aussi qui a évolué? Est-ce que vous en avez certains? Oui, sans citer, mais plutôt bien sûr les sports qui sont très intéressés autour de nous. Et pour ne pas citer les athlètes, il y en a quand même plusieurs en équipe de France. On pense bien sûr, et c'est très contemporain, puisque ce soir on les suivra avec attention contre la Suède, donc certains joueurs de l'équipe de France de handball. Et pour le coup, des personnes qui sont plutôt dans la région pour faire leur réhabilitation fonctionnelle et on s'aperçoit que le sommeil étant catastrophique, on leur propose finalement différents outils. Ça, c'est notre rôle aussi chez Biscord. Et dans ce showroom, il y a effectivement des dispositifs de type Rebalance et on s'aperçoit qu'on est capable de modifier réellement à la fois le stress et la compréhension des différents événements qui vont suivre dans le domaine du sommeil. Ça les permet de les acculturer justement au tout début de l'état des lieux qu'on peut faire sur le sommeil et on en profite par les sommeils. Et c'est aussi ça qui m'intéresse. C'est pas seulement, bien évidemment, avoir accès à un outil, un dispositif, c'est tout l'environnement et la recommandation très holistique qu'on peut avoir.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut parler effectivement nutrition, hydratation, Ouais, tout ce qui est autour. Ouais. en règle générale, voilà. Notre rôle à nous, c'est d'être très 360, comme je l'ai été. J'étais en charge de la récupération depuis 2009 jusqu'en 2016 à l'INSEP. Et c'est vrai que ça a toujours été notre approche et ce sera toujours la même dans ce cadre-là. Et il est vrai que d'autres athlètes, alors en tennis, c'est un peu plus simple encore, puisqu'on suit pas mal de joueurs et ils sont juste à côté, dans la région de Sophia-Antipolis, et les golfeurs professionnels également, qui sont très férus de ce dispositif. Certains, ce qui est assez drôle au niveau storytelling, ils ont leur propre device pour monitorer leur sommeil. Pas toujours valide, mais on a quand même des informations. Et si si l'outil n'est pas très bon, l'erreur qui est reproduite est toujours la même. Donc on va dire que voilà, à long terme, on peut suivre quelque chose malgré tout avec ce type de device. Et on se rend compte que quand ils le mettent, c'est eux qui nous disent que finalement, les paramètres ont changé. Ils nous envoient des screenshots de des nuits passées ou des cours de certaines séances qu'ils ont pu faire de rebalance. Donc c'est assez drôle aussi, et c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier. Et c'est bien justement de faire le parallèle avec les athlètes de haut niveau parce que c'est vraiment eux qui représentent au maximum les modifications. Mais c'est vrai que ces outils-là abordent des sujets qui intéressent tout le monde, la concentration, le sommeil, etc. Donc vraiment, merci à vous, en tout cas Christophe, de nous avoir développé le sujet, de nous avoir donné certaines pistes. Et puis on vous retrouvera peut-être le jour du marathon, on verra, peut-être que vous serez là. Merci beaucoup en tout cas. Plaisir. Et Merci. on se voit à très bientôt. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir. On aborde maintenant le sujet intéressant du jour de course. Alors peut-être revenir sur tout ce qui est concentration, perte de moyens, etc. Comment on gère le jour de course, effectivement avec ce stress qui monte, suivant les températures qui peuvent être différentes, le climat, voilà, notre condition physique le jour J. Comment on gère tout ça? Alors tout d'abord, ce qui est bien, c'est au moment du départ, de mettre le curseur au bon endroit en termes d'énergie. Donc pour être vachement concentré dans le départ, pour être prêt à partir, c'est de peut-être avoir des routines qui nous permettent de nous activer, je sais pas, de s'échauffer avec de la musique qui nous entraîne, etc. Il y aura de l'ambiance. Un grand Ouais, DJ sera là avec nous, il y aura de l'ambiance. Eh ben, super. Et ensuite, pendant la course, ça va être de comment je gère mon effort. Alors peut-être au départ, on peut vite un peu perdre en lucidité parce que ça va aller très vite et on se sent bien. Donc ça va vraiment être d'arriver à mettre le curseur sur à quelle allure je dois rester, comment je me sens. Et voilà, de gérer son énergie par rapport à ça. Et aussi de savoir se mettre dans sa bulle. Se recentrer sur soi, effectivement, ouais. Ouais, c'est ça. Selon ce qui peut se passer dans la course, ça va être de toujours rester dans sa bulle, de ne pas perdre ses moyens. Admettons, je sais pas, j'ai tel concurrent qui me double et je veux absolument pas que ce concurrent me double. C'est de ne pas perdre son moyen et de me dire ah bah mince, il m'a doublé, c'est foutu, oh là là. Et ça va vraiment être de rester dans sa bulle, donc avec des petites techniques qu'on aura pu travailler en amont dans la préparation sur la respiration ou sur la pleine conscience. Ça va être aussi d'avoir travaillé en amont sur son estime de soi, la confiance en soi. Par exemple, s'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu et que je suis en train de perdre mes moyens parce que je pense que je ne vais pas arriver à tenir mon objectif ou que j'ai mon concurrent qui passe devant moi, ça va être de se rappeler un peu et d'avoir fait des ancrages sur toutes ses réussites auparavant et de repenser un peu à ses forces, ses talents, ses atouts, vraiment ses forces. Et de ne pas se focaliser sur ses faiblesses. En fait, j'ai presque l'impression que c'est aussi le côté émotionnel qu'on va essayer de temporiser pour se dire je reste pragmatique, même si j'ai le stress qui monte, si j'ai les émotions qui montent, on reste pragmatique, on essaie de capter tous les indices différents et de se dire voilà, j'ai un objectif fixé et voilà, je m'en tiens à ça et terminer. Ne pas se laisser dépasser par les événements. C'est ça. L'émotionnel, il peut vite prendre une grosse ampleur et là, on peut vraiment partir dans son mental avec un discours interne, la petite voix en fait, qui nous dit ah bah voilà, là t'es nul, c'est pas bien, t'es en train d'échouer. Non, ça va vraiment être de revenir à soi, par exemple en se focalisant sur ses sensations,
Vraiment aller voir ces 5 sens. Alors dans l'effort, de me dire bah, là, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je ressens dans mes jambes. Bon, même si on a mal, et on en parlera après. On en parlera, ouais. Et aussi de se refocaliser sur sa respiration et peut-être voilà, de ne pas paniquer. Très bien. Surtout, un point essentiel, Élise, la gestion du 30e kilomètre. Effectivement, on vient de l'aborder. Il y a certaines émotions qui vont pouvoir arriver à ce niveau-là, puisque au niveau physiologique, on va vraiment endurer un effort assez important. Parle-nous-en un petit peu plus. Bah, effectivement, sur les marathons, on a tendance à toujours parler d'une certaine barrière où on va avoir toutes les cellules nerveuses qui vont être en irritabilité, donc du coup qui vont envoyer des informations au niveau musculaire sur une information de douleur ou d'une vieille blessure qui survient peut-être à ce moment-là ou pas. Donc ça, c'est vraiment on va dire l'ancrage du cerveau qui va permettre de travailler sur tout ce qu'on a fait au préalable avant, justement sur des séances de neurorelaxation. On va travailler sur le fameux système parasympathique. Alors pour parler assez simple, on a un système nerveux autonome, du coup qui est, on va dire, divisé avec le système nerveux sympathique qui nous permet de produire un effort et le parasympathique qui nous permet de freiner cet effort-là. Et en fait, l'athlète, au préalable, dans sa préparation, il va essayer de stimuler le parasympathique dans n'importe quel moment de sa journée, que ce soit sur une fonction cognitive, sur une douleur qui va arriver au 30e kilomètre ou autre, sur son ampoule qui va commencer à arriver au 40e, comment je gère ça, comment est ma boîterie. Acheter de bonnes paires de chaussures. Donc voilà, il y aura d'autres volets sur les bonnes chaussures. Mais en tout cas, l'athlète, il va avoir déjà au préalable créé des ancrages sur des techniques de neurorelaxation, donc avec de l'hypnose, de la respiration. Et il va choisir celle qui lui convient le mieux à un instant T pour diminuer l'irritabilité au niveau central. Et du coup, qu'il puisse gérer la douleur grâce au parasympathique, ce qui vient freiner tout ça. Et effectivement, donc on a toutes ces douleurs, ne pas se laisser passer par les émotions. Quand est-ce qu'on sent qu'on doit s'arrêter ou pas? Est-ce que tu as… S'arrêter au niveau de la course? Oui, tout à fait. Ouais. Alors la notion d'abandon, c'est assez large. Hein. La personne, on est tous différents face à une information de douleur. Après, quand la douleur, elle est connue et que la personne, elle a fait un travail au préalable au niveau des cellules nerveuses, donc centrales, l'athlète saura gérer si cette douleur elle est jugée comme bonne ou comme mauvaise. Et du coup, c'est pour ça que c'est important d'avoir travaillé ça au préalable. Et du coup, dans le centre que j'ai ouvert, du coup, j'utilise mon expertise médicale pour aider les patients justement à savoir quel est le type de douleur, comment il la gère, est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise. Et en fonction de ça, l'athlète va choisir de savoir s'il peut switcher cette douleur, stimuler le parasympathique et continuer son effort en maintenant son allure, ou au contraire se dire que finalement là c'est une mauvaise douleur et il serait peut-être bon justement de s'arrêter pour pas qu'il rentre dans une charge mentale trop compliquée et qu'il puisse se fixer après sur d'autres objectifs sans avoir les idées noires, quoi. Et c'est là où c'est vraiment bien cette relation entre le mental et le physique qu'on va pouvoir justement adapter tout ça, apprendre à se connaître pour savoir si on est capable de résister sans que ça nous blesse réellement, parce que l'intérêt c'est pas de se blesser et puis d'arrêter pendant 6 mois, au contraire. Donc c'est ça qui est extrêmement intéressant. Pour reparler du finish, quand on arrive au finish, alors qu'on ait fait une bonne performance ou une moins bonne performance, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on doit se dire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors je pense qu'il y a 2 cas de figure à ce moment-là. C'est soit j'ai atteint mon objectif et je suis content, soit mince, j'ai pas atteint l'objectif et là ça peut être vécu comme un échec. Alors je vais prendre le deuxième cas de figure où ça serait l'échec. Ça va vraiment être dans un état d'esprit de croissance. Plutôt que d'être figé sur j'ai pas réussi, voilà, j'ai pas réussi, je suis nulle. On peut vite avoir un discours intérieur. Encore une fois, les émotions qui remontent. Voilà, c'est ça. Et non, ça va être de se dire, alors bien sûr, il peut y avoir de la colère, de la tristesse et c'est important de vivre ces émotions, comme je le dis souvent. Mais ça va être aussi de se dire, ok, j'ai pas réussi, qu'est-ce que j'en tire en fait comme apprentissage, qu'est-ce que j'ai appris de ça? Et alors ça se fait pas peut-être sur le moment, mais dans les jours qui précèdent. Et c'est vachement bien en fait d'être dans cet état d'esprit de croissance qui permet de grandir en fait de cette expérience et de repartir pour de nouvelles aventures. Voilà. Toujours rester positif, c'est le plus important. Voilà, mais toujours en écoutant ses émotions et voilà, et pas les renier, se dire non mais c'est pas grave. Si c'est grave, ça peut être grave à ce moment-là et c'est important de se le dire. Et puis du coup, premier cas de figure et c'est ce que je vous souhaite. C'est d'atteindre votre objectif et là d'être joyeux, vous êtes heureux et en fait souvent on s'empêche de vivre sa joie
Pourquoi? Ah, tu vois, j'allais te poser la question, est-ce qu'il ne faut pas temporiser un petit peu justement parce qu'on est un petit peu trop euphorique Bah non, justement, moi je pense que on est tous sur Terre pour être heureux, alors si on est joyeux, bah, autant l'être et le Partageons la bonne partager humeur. ça avec les autres. Et ça va vraiment aussi, là, pareil, d'être dans un état d'esprit de croissance, de se dire, bah là j'ai réussi, je suis super fière de moi, et de l'ancrer en fait, d'ancrer sa joie et de se dire, c'est une des listes de mes... Ça va sur une liste de fierté et je vais pouvoir l'utiliser comme une ressource pour plus tard. Et souvent, ouais, la joie, on s'empêche un peu de la vivre dans une culture où il faut rester très modeste, on va dire. Contrôler, toujours tout contrôler. Voilà, c'est ça. Parce que si je suis heureux de mon record, c'est que je me la pète un peu, quoi. Enfin, donc voilà, c'est vraiment de vivre vos émotions, de vivre cette joie et puis de l'ancrer. Parce que ça fait partie de vos fiertés et c'est des ressources pour plus tard. Donc n'hésitez pas, vous tous qui nous regardez, de vivre votre finish pleinement, ok? Maintenant, on va peut-être aller encore un petit peu plus loin. Alors, on a fini effectivement le marathon, le jour J, mais derrière, comment ça se passe? Est-ce qu'on a besoin de travailler aussi sur l'après-course? Qu'est-ce qu'on peut développer? Comment ça se passe? Bon, l'après-course, je pense qu'on a tous fait des courses sur le plateau et souvent on a envie d'aller boire une bonne bière et les frites et tout ce qui va avec. Hein. On est en Haute-Savoie, donc vous allez avoir les duos à l'arrivée, je pense. Voilà, alors il y a des choses à faire et à ne pas faire. Pour rebondir sur ce que Manon disait avant, il faut quand même rester, on va dire, honnête et aussi profiter de la vie. Donc effectivement, il y a des grandes lignes en termes de récupération post-effort, mais il y a aussi le fait qu'on a le droit de se faire plaisir, d'accord ? Donc, dans l'idée, ce qui est le plus important, je reviens dessus, on en a parlé tout au début, c'est la qualité du sommeil. C'est-à-dire que l'athlète va finir son marathon, il va être content, il va profiter l'après-midi. Le but, c'est de respecter vraiment les nuits de sommeil qui suivent pour qu'elles soient le plus récupératrices possible. Alors, comme ça, on va dire, bah, c'est facile, je me suis couchée, mais j'ai pas très bien dormi. Ok, donc c'est là qu'intervient tout ce qu'on a mis en place au préalable pour travailler tout ce qui est agilité cérébrale, stimuler le parasympathique pour arriver à relâcher justement tout ce qui est respiratoire, cohérence cardiaque, pour que l'athlète il rentre plus facilement dans le sommeil lent profond, donc du coup qu'il récupère mieux. Ça, c'est le plus important. Après, il y a plein de techniques de récupération qui existent, physiques, d'accord, qui vont favoriser l'endormissement profond. Donc tout ce qui est pulsothérapie, ça va être des techniques ou du massage qui vont permettre à l'athlète de relâcher ses cellules nerveuses et ses cellules musculaires et du coup qui vont activer cet endormissement-là. Ça, c'est vraiment les clés. Nutrition, bien entendu, hydratation, je pense qu'il y a des professionnels qui en parleront mieux que moi, et le sommeil, ça c'est le plus important. Et ensuite, l'athlète va devoir, toute personne qui finit une course va se fixer des objectifs derrière, que ce soit un échec ou une réussite. Donc c'est à quel moment il va reproduire une course, quand est-ce qu'il va la faire, est-ce qu'il veut rester sur la même planification d'entraînement, est-ce qu'il a eu des douleurs pendant sa course ou des coups de mou, et du coup, comment on va réussir à les adapter dans son quotidien. Et donc, je te coupe, avec le rebalance, justement, est-ce qu'on a cette capacité de faire aussi un petit retour en arrière pour pouvoir analyser un petit peu ce qui s'est passé et puis justement peut-être améliorer ces parties un petit peu moins bonnes que les autres? Ouais, alors le rebalance, il va permettre effectivement d'avoir une préparation en amont. Et du coup, il a différents capteurs qui permettent de calculer si la personne, elle sécrète bien les ondes alpha, c'est les ondes de relaxation, si elle a une bonne forme physique, et si justement ce switch, d'où le nom rebalance, entre le parasympathique et le sympathique est équilibré. D'accord ? Donc du coup, l'athlète, s'il veut revenir faire une séance de rebalance après, on va pouvoir avoir des indices sur sa forme physique, bien entendu. Après un marathon, on n'attend pas des résultats surprenants, mais surtout dans sa reprogrammation, comment l'athlète récupère de son entraînement ou de son marathon pour se fixer d'autres objectifs derrière. Donc effectivement, avec les indices, on va avoir des tendances si l'athlète a bien récupéré physiquement et mentalement, c'est ça qui est intéressant. Et du coup, nous, on va pouvoir l'orienter sur sa reprise du sport, effectivement, et de la compétition. Ok, et toi Manon, c'est vrai que tu travailles aussi avec tout type de personnes, justement pour se refixer des objectifs. Pareil, est-ce qu'au niveau des objectifs, les gens veulent aller trop vite, pas assez vite? Comment ça se passe? Alors, notamment après une course, ça peut être un peu L'euphorie, les gens ont envie d'en faire encore plus ou... Alors, au début, l'euphorie, puis en fait, après, c'est de se dire soit c'était l'objectif ultime et je suis un peu dépourvue de sens, j'ai plus de sens parce que j'ai plus rien, c'est fini maintenant, il n'y a plus d'objectif. Donc, ça va être de travailler aussi, de bien vivre cette période un peu plus creuse et voilà, de repartir sur des objectifs qui
qui seront aussi bien fixés en amont, voilà, comme on en a parlé au début. Ok, super. Bon, merci à vous, en tout cas, d'avoir été présente aujourd'hui. Merci à vous tous pour nous avoir suivis. J'espère qu'on aura bien développé ce sujet sur la préparation mentale. Et puis, on se retrouve bientôt pour de nouveaux événements. Merci beaucoup et à très, très bientôt, le 15 et 16 avril, pour le Marathon d'Annecy. Merci, au revoir.